Rebonjour, c'est ma deuxième vidéo où je vais couvrir la suite des différents sujets que je voulais aborder avec la quatrième partie concernant définir et délimiter les systèmes. On va parler des systèmes électromécaniques, des systèmes d'architecture, des systèmes de structure. Et petite parenthèse avant d'aborder le sujet, encore aujourd'hui, un article qui parle du déficit de maintien d'actifs de différentes infrastructures. Pour ceux qui sont familiers dans le domaine, concepteurs, consultants, entrepreneurs, on sait qu'une grosse partie du travail ou une grosse partie des coûts est un peu cachée, en fait. C'est de la recherche d'informations. À toutes les fois qu'on fait un projet, on veut dessiner un plan, il faut souvent redessiner des choses qui ont déjà été dessinées mais qui ont été perdues. On cherche à faire une conception et on cherche de l'information concernant des produits qui ont déjà été installés et documentés, mais qu'on ne sait plus c'est quoi. Les entrepreneurs vont mesurer des choses qui ont déjà été mesurées. Et il y a une forme d'amnésie technique qui s'installe quand on perd l'information sur nos actifs. Une des manières de rendre le maintien d'actifs plus économique, c'est d'avoir un accès plus facile et rapide aux différentes informations à leur sujet. Donc, ce que nous, on met en place avec ces standards-là pourrait nécessairement contribuer à ça. Je vais passer au vif du sujet. On va commencer avec les systèmes électromécaniques. On va définir maintenant plus clairement comment segmenter les systèmes électromécaniques en dossiers d'actifs. Les systèmes électromécaniques peuvent être divisés en trois catégories. Les systèmes de tuyauterie, les systèmes de conduit et les systèmes de câbles. Ceux qui utilisent Revit comprennent déjà pourquoi j'utilise ces trois catégories. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, on va construire une méthode qui est compatible avec le BIM, mais qui fonctionne avec n'importe quelle plateforme, que ce soit sur AutoCAD ou même papier. On va garder à l'esprit que l'objectif est essentiellement d'étiqueter les systèmes de tuyauterie, les systèmes de conduit et les systèmes de câbles à l'aide d'un code QR, d'un code à barre ou d'un code texte qui renvoie au dossier d'actif. Donc, n'importe qui sur le terrain a accès à une étiquette, on rentre ça dans le système, puis on a accès à un dossier d'actif qui permet d'obtenir l'information qu'on cherche. Il y a une distinction importante, c'est que le code du dossier d'actif ne remplace pas les normes d'étiquetage exigées par les autorités locales. En général, le marquage des tuyaux, des conduits, des câbles est normé pour assurer la sécurité des opérations. Donc, rapportez-vous toujours au code et normes pour l'étiquetage. Nos étiquettes en gestion d'actifs ne peuvent pas suivre la même logique et les mêmes objectifs que les étiquettes de sécurité exigées par les codes. Il ne serait pas pratique d'avoir des dossiers d'actifs séparés pour différentes directions d'écoulement d'un même système ou pour des pressions ou des températures différentes. En somme, l'étiquette du dossier d'actifs, ça comporte une information différente de l'étiquette exigée par les codes et normes de construction. Si nécessaire, les étiquettes de gestion d'actifs seront apposées séparément des étiquettes réglementaires. Gardez aussi à l'esprit que l'organisation de nos dossiers d'actifs doit rester simple et pratique. Nous ne voulons pas avoir à forer à travers une arborescence compliquée. On va donc établir quelques règles pour bien organiser l'arborescence et éviter de l'encombrer avec une panoplie de dossiers pour des petits systèmes. On va établir trois niveaux de règles. Les règles de base des systèmes, les règles de regroupement des systèmes et les règles de séparation des systèmes. La première règle de base sera que les composantes des locaux et les équipements de département qui sont connectés sur un service électromécanique prennent le service au local. Vous vous souvenez de l'exercice du gros cartable? Les équipements qui donnent du service à un système électromécanique sont différents des équipements qui servent aux activités d'un département. Dans cet exemple, un appareil de cuisine fonctionne au gaz naturel. L'appareil de cuisine est un produit pour lequel on veut tenir un dossier de suivi, donc c'est un équipement. L'appareil de cuisine ne donne pas de service à un système électromécanique. C'est donc un équipement départemental. Pour les équipements de département, la première règle de base sera donc de considérer que le système de gaz naturel alimente un service au local et non à l'équipement. La première règle de base concerne aussi les composantes de locaux. On a un exemple avec deux produits, un poste de lavage de mains et une fontaine à boire. Ces produits ne nécessitent pas un dossier de suivi. Ce ne sont donc pas des équipements. C'est des produits qui sont fixes dans un local et servent à la fonction du local. Ils sont donc des composants de local. Les services électromécaniques d'eau froide domestique et d'eau chaude domestique et de drainage sanitaire sont considérés comme alimentés au local. Le principe de la première règle de base des systèmes est que les services électromécaniques demeurent fondamentalement disponibles au local si on déconnecte les équipements. Associer les services aux locaux facilite aussi la gestion de projets, de déménagement, des changements d'équipement, etc. La première règle de base est nécessaire pour la gestion des petits systèmes. Par définition, on va considérer qu'un petit système est un réseau qui alimente un seul local ou un seul équipement. La deuxième règle de base sera que les petits systèmes qui alimentent un seul équipement électromécanique sont toujours regroupés avec le système de l'équipement alimenté. Dans cet exemple, une unité d'alimentation à produits chimiques fournit des produits chimiques à une unité de récupération par contact direct. Comme le système d'alimentation à produits chimiques dessert un seul équipement, il n'est pas nécessaire de créer un dossier d'actifs pour un petit système de tuyauterie de fluide chimique. La pompe à fluide chimique va avoir son dossier d'équipement dans le dossier du système d'eau de récupération. La tuyauterie et les accessoires du fluide chimique sont considérés comme faisant partie du système d'eau de récupération. Ici encore, il faut faire preuve de discernement.
Vous souvenez-vous de ce qu'on a dit au sujet des produits et de la définition dans leur contrat? Supposons que nous achetions une unité d'alimentation chimique, multifonction. C'est un produit unique assemblé en usine avec plusieurs pompes internes, avec un contrôleur et tout ce qu'il faut pour gérer l'alimentation en produits chimiques vers divers systèmes simultanément. Dans cette situation-là, puisque plusieurs systèmes différents reçoivent du service, il faudrait créer un dossier d'actifs pour le système de produits chimiques et y inclure l'unité d'alimentation en produits chimiques. Un autre cas d'un petit réseau vers un seul équipement serait une petite boucle de glycol qui alimente un seul serpentin de chauffage dans une unité de traitement d'air. Bon, l'illustration n'est pas tout à fait réaliste, mais typiquement, on aurait un échangeur qui n'est pas très gros avec une toute petite pompe et 4 à 6 pieds de tuyaux. C'est souvent des petites boucles qui servent à faire ça. Étant donné que le système de glycol est petit et qui est relié à un seul équipement, on n'a pas de coordination complexe ni de charges multiples à équilibrer. La maintenance et les arrêts de service sont toujours liés à l'unité de traitement d'air. Donc, la création d'un dossier d'actifs pour un système de glycol, ça ferait juste encombrer notre arborescence de dossiers d'actifs. Dans un cas comme ça, on va considérer que le petit réseau de glycol fait partie du système de ventilation. Donc, quand on va créer notre arborescence de dossiers d'actifs, on va avoir un système de ventilation qui va contenir une unité de traitement d'air et également la pompe de circulation de glycol et l'échangeur vapeur-glycol vont être dans le même dossier. Par contre, si une boucle de glycol alimente de nombreux serpentins différents dans de nombreuses unités de traitement d'air, on va avoir besoin d'un dossier séparé pour gérer le système de glycol et ses relations avec les autres systèmes. Les pompes de circulation et l'échangeur de chaleur sont alors associés au dossier du système de glycol. Donc, dans cet exemple-là, on a un système de ventilation avec 3 unités de traitement d'air. Il pourrait y avoir d'autres équipements qui font partie du même système. Et un autre dossier d'actifs pour le système de glycol. Et dans le dossier du système de glycol, on a un sous-dossier d'actifs pour l'échangeur à plaque et les 2 pompes centrifuges. La troisième règle de base sera que les petits systèmes qui alimentent un seul local seront toujours regroupés avec un système parent. Le parent d'un petit système est déterminé avec les règles de séparation des systèmes qu'on va voir plus loin. Voici un exemple avec un mélangeur thermostatique qui est utilisé pour contrôler la température de l'eau chaude dans un poste de lavage oculaire d'urgence. Puisque le poste de lavage oculaire d'urgence est un composant local, on applique la première règle de base et le réseau d'eau mitigée donne du service à un seul local. Donc, il n'est pas requis de créer un dossier d'actifs pour le réseau d'eau mitigée. Le système d'eau mitigée sera regroupé avec un système parent qui sera déterminé avec les règles de séparation des systèmes qu'on verra plus loin. À l'inverse des définitions pour les petits systèmes, on va considérer que si un système donne du service à plus qu'un local ou à plus qu'un équipement, ce système nécessitera par définition son propre dossier d'actifs. Ce qui nous amène à la quatrième règle de base qui concerne les grands systèmes amenant des services à plusieurs bâtiments. La quatrième règle de base consiste à diviser un grand système pour créer un dossier d'actifs par immeuble. On verra comment cette règle s'applique différemment pour les tuyauteries, les conduits et les câbles. Mais pour l'instant, gardez à l'esprit les 4 règles de base. Voyons maintenant comment organiser et séparer les dossiers d'actifs de systèmes électromécaniques. Les systèmes électromécaniques peuvent être divisés en systèmes de tuyauterie, systèmes de conduits et systèmes de câbles. Au premier niveau de l'arborescence, un dossier d'actifs est créé pour le système lui-même. Le dossier est utile pour classer les informations générales relatives au système, comme des diagrammes, des calculs de conception, des inspections de conformité ou des bons de travail, pour une inspection générale effectuée sur des composants dispersés dans le système. Au deuxième niveau dans l'arborescence, on trouve les dossiers des équipements qui fournissent des services à ce système. Sur l'image, quelques équipements sont encerclés en rouge pour donner un exemple. Les flèches pointent de l'équipement vers leur dossier d'actifs. La première règle de regroupement à appliquer pour les systèmes de tuyauterie sera la règle du regroupement des sens d'écoulement et des boucles. Pour la gestion des actifs des systèmes de tuyauterie, il n'est pas nécessaire de créer des dossiers d'actifs différents pour l'alimentation et le retour, ainsi que pour d'autres possibilités de flux. Du point de vue de la gestion d'actifs, pour un système comme ça, on intègre en un seul dossier tous les sens d'écoulement, les boucles d'un même système. Pour le personnel sur le terrain, on a accès à un dossier qui comporte toute l'information pour opérer le système correctement. Mais en plus, au niveau de la gestion des coûts et des dépenses énergétiques, ça ne fait pas vraiment de sens de tenir un dossier de suivi séparé pour l'alimentation et un dossier séparé pour le retour. C'est un système qu'on considère dans son tout. La deuxième règle de regroupement pour les systèmes de tuyauterie sera que les tuyaux d'évent ou les cheminées dédiées donnant du service à un seul système seront considérés comme faisant partie du système de tuyauterie. La vaste majorité des évents et cheminées et drains seront reliés à des équipements. On en a déjà vu quelques exemples dans la première vidéo, quand on a créé des dossiers d'actifs pour des équipements. Il y a toutefois des situations où des cheminées, évents ou drains ne sont pas connectés à des équipements, mais à des composantes de système ou directement sur des systèmes. Ça serait le cas pour des évents connectés aux tuyaux d'un système d'évacuation sanitaire, par exemple. Il
faut donc considérer qu'un événement connecté à un réseau d'évacuation sanitaire fait partie du système d'évacuation sanitaire auquel il donne du service. Notez que les règles de base des systèmes s'appliquent aussi aux cheminées, évents et drains. Si on tentait de considérer un évent dédié à un seul équipement comme un système, l'application de la deuxième règle de base sur les petits systèmes nous amènerait à regrouper l'évent avec l'équipement auquel il est connecté. A l'inverse, un réseau d'évents ou de cheminées connectés simultanément à plusieurs équipements et systèmes de tuyauterie différents nécessitera son propre dossier d'actifs en tant que système. Dans cet exemple, on a une cheminée qui est connectée simultanément à des chaudières du système à vapeur et à des chaudières du système de chauffage à eau chaude, et aussi un récupérateur à contact direct sur un système d'eau de récupération. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier d'actifs pour le système de cheminée. On va voir maintenant les règles de séparation des systèmes de tuyauterie pour gérer les limites et les interfaces entre les systèmes. La première règle de séparation des systèmes de tuyauterie est la règle des dispositifs anti-retour. La règle consiste à créer un nouveau système lorsqu'un réseau traverse un dispositif anti-retour sans qu'une boucle ne puisse y revenir. Dans cet exemple, un système d'eau froide domestique passe par un dispositif anti-retour pour alimenter un réseau de tuyauterie bouclé, le système d'eau chaude domestique. Il ne sera pas possible de revenir dans le système d'eau froide domestique en aucun point en aval de ce dispositif anti-retour. On entre donc dans un autre système. Il faut donc créer un nouveau système, le système d'eau chaude domestique. Dans le dossier d'actifs du système d'eau chaude domestique, des sous-dossiers seront créés pour les produits considérés comme des équipements. Les chauffe-eau, la pompe de recirculation. Notez que le vase d'expansion et divers autres produits n'ont pas été considérés comme des équipements. Ceux-ci sont considérés comme des composantes du réseau. Il s'agit d'une décision prise par notre organisation lors de l'exercice du gros cartable. En appliquant la règle des dispositifs anti-retour aux dispositifs montrés sur cette image, il ne sera pas requis de créer un système de tuyauterie supplémentaire. Le tuyau à la sortie de la pompe de recirculation d'eau chaude domestique est bouclé. L'eau recirculée pourra revenir à ce point. La règle des dispositifs anti-retour s'applique seulement si on respecte la règle de base des petits systèmes. Un nouveau système sera créé si ce nouveau système dessert plusieurs pièces ou plusieurs équipements. Pour les petits réseaux avec un dispositif anti-retour, le système parent sera toujours celui en amont du dispositif anti-retour. Donc, si un dispositif anti-retour servait à protéger un système d'eau froide domestique alimentant un système d'eau froide de laboratoire pour un seul local, ce n'est pas requis de créer un dossier d'actifs pour le système d'eau froide de laboratoire. Toute la documentation technique serait regroupée dans le dossier d'actifs du système d'eau froide domestique. Dans le présent exemple, le dispositif anti-retour est utilisé pour protéger l'alimentation en eau froide de 4 éviers dans 2 salles de laboratoire différentes. Un dossier d'actifs va être requis pour le système d'eau froide de laboratoire. Le dispositif anti-retour est un équipement et puisque sa fonction est de protéger l'eau froide domestique, il sera associé au réseau d'eau froide domestique. Donc, si un dispositif anti-retour alimente un système donnant du service à plusieurs équipements ou locaux, un dossier d'actifs sera requis pour le système de tuyauterie. Dans cet exemple, un dossier d'actifs sera requis pour le système d'eau d'appoint. La seconde règle de définition des systèmes de tuyauterie est la règle sur les dispositifs de réduction de pression. Cette règle consiste à créer un nouveau système lorsqu'un réseau qui alimente plusieurs équipements ou locaux traverse un dispositif de réduction de pression. Dans cet exemple, un système de gaz naturel comporte plusieurs branches alimentant divers secteurs d'un complexe hospitalier en passant par des tunnels. Une de ces branches sert à alimenter le secteur des services alimentaires en passant par un dispositif de réduction de pression. Le réseau de gaz naturel en aval du dispositif de réduction de pression aura son propre dossier d'actifs. On pourrait l'appeler le système de gaz naturel des services alimentaires. Pour les petits réseaux qui alimentent un seul local, le petit réseau sera regroupé avec le système parent au dispositif de réduction de pression, c'est-à-dire le système qui alimente le dispositif de réduction de pression. Dans cet exemple, le service de gaz naturel est alimenté vers un four en passant par un régulateur de pression. Puisque le four est un équipement de département, le réseau de gaz naturel donne donc du service à un seul local. Il n'est pas nécessaire ou utile de créer un dossier d'actifs de système pour 6 pouces de tuyauterie qui alimente l'équipement en aval du dispositif de réduction de pression encerclé en rouge. Par contre, ces dispositifs de réduction de pression alimentent un système qui donne du service à plusieurs locaux. Un dossier d'actifs va être requis pour le système de tuyauterie. Voici un exemple. Un dispositif de réduction de pression est localisé au sous-sol, puis ça abaisse la pression avant d'acheminer le gaz naturel à divers laboratoires. Un dossier d'actifs est requis pour le système naturel. On peut l'appeler système de gaz des laboratoires. La troisième règle de définition des systèmes de tuyauterie, c'est la règle des dispositifs de mélange. La règle des dispositifs de mélange s'applique quand un dispositif permet d'injecter un fluide d'un système vers le fluide d'un autre système sans qu'une boucle ne puisse y revenir. Un exemple qu'on a déjà vu, un mélangeur thermostatique utilisé pour contrôler la température de l'eau chaude dans un poste de lavage oculaire d'urgence. De manière simplifiée, un mélangeur thermostatique, essentiellement c'est une valve 3 voies contrôlée mécaniquement en fonction de la température du mélange. Puisque le poste de lavage oculaire d'urgence est une composante de local, le réseau d'eau mitigée donne donc du service à un seul local et il n'est pas requis de créer un dossier d'actifs pour le réseau d'eau mitigée.
Pour les dispositifs de mélange à 3 voies, le parent sera toujours le réseau le plus chaud. Donc, dans cet exemple-là, le mélangeur thermostatique contrôle la température de l'eau chaude domestique en utilisant l'eau froide domestique pour produire de l'eau mitigée dans un tuyau d'eau mitigée de quelques mètres de long qui mène à un poste de lavage d'urgence pour les yeux. Il n'est pas nécessaire de créer un dossier d'actifs individuel pour le système d'eau mitigée. Les produits et les composants liés au réseau d'eau mitigée seront classés sous le système parent, le système d'eau chaude domestique. Dans cet exemple, une valve de contrôle 2 voies permet à un système d'eau traitée d'être injecté dans le réservoir de condensé d'un système de vapeur. Sur l'illustration, les systèmes sont surlignés en omettant les dérivations et contournements pour simplifier la visualisation. Le système d'eau traitée est en bleu et les tuyaux de condensé du système de vapeur sont en gris. Le système d'eau traitée commence là où il y a un dispositif anti-retour. Le système d'eau traitée est un système, puisque aucune boucle ne revient au dispositif anti-retour, et puisque le système d'eau traitée comporte divers embranchements vers de multiples équipements. Le changement de système d'eau traitée vers système de vapeur survient au dispositif de mélange, avant le réservoir de condensat. Pour le cas d'une valve de contrôle 2 voies, l'alimentation d'un service à un seul local ou à un seul équipement serait un cas trivial. Dans le présent exemple, le système en aval de la valve de contrôle n'alimente qu'un seul équipement, le réservoir de condensé. Il faut donc appliquer la deuxième règle de base des systèmes à un équipement. Ce système fait partie du réservoir de condensé. Parfois, un système de tuyauterie, de chauffage, refroidissement est utilisé pour créer un autre système avec une température différente. Dans une telle configuration, les retours peuvent être mélangés sans qu'aucun dispositif spécifique ne contrôle le mélange. La règle pour les mélanges sur les circuits de retour de système bouclé est que le système ayant donné du service sera le parent et le système ayant reçu du service arrête au point de mélange. La règle pour les mélanges sur les circuits de retour devrait être appliquée simultanément à la règle sur les dispositifs de mélange. Comme il y a un changement de système sur le retour, on ne peut pas considérer que la boucle retourne au dispositif de mélange. Dans le présent exemple, les valves de contrôle de voie injectent de l'eau de chauffage haute température dans un circuit bouclé d'eau de chauffage basse température. Puisque le retour change de système au point de mélange, on ne peut pas considérer que l'eau de chauffage basse température retourne au dispositif de mélange. Il faut donc appliquer la règle des mélanges et assigner un système distinct au réseau de chauffage basse température. La quatrième règle de définition des systèmes de tuyauterie sera la règle des échangeurs. Cette règle consiste à séparer les systèmes connectés à un dispositif permettant de transférer l'énergie d'un système à l'autre. Par exemple, un refroidisseur est utilisé pour absorber la chaleur d'un système en rejetant de la chaleur dans un autre système. Il sera nécessaire de créer un dossier d'actifs pour le système des tours d'eau et un autre dossier d'actifs pour le système d'eau de refroidissement. La même règle s'applique aux échangeurs à contact direct. L'échangeur est utilisé pour absorber la chaleur des gaz de cheminée en rejetant la chaleur vers une boucle d'eau de récupération. Il sera nécessaire de créer un dossier d'actifs pour le système de cheminée et un autre dossier d'actifs pour le système d'eau de récupération. Dans cet exemple, dans une salle à l'arrière d'un appareil médical, un échangeur utilise le système d'eau de refroidissement pour produire une boucle d'eau refroidie de procédé dédiée à un appareil médical. Cette situation survient quand un appareil nécessite une alimentation en eau de refroidissement répondant à des spécifications différentes de l'eau utilisée pour les climatiseurs en général. Puisque l'appareil médical est un équipement de département, le réseau d'eau refroidie de procédé donne donc du service à un seul local. Il n'est pas requis de créer un dossier d'actifs pour le réseau d'eau refroidie de procédé. Le parent d'un réseau alimenté par un échangeur sera le réseau qui donne du service à l'échangeur. Dans le cas présent, tout document technique concernant le réseau d'eau refroidie de procédé sera classé dans le dossier d'actifs du réseau d'eau de refroidissement général. Lorsqu'un équipement est connecté simultanément à plusieurs systèmes, cet équipement est toujours associé au système auquel il fournit des services. La plupart des situations sont évidentes. Les deux chauffe-eau, dans l'exemple précédent, sont simultanément connectés au réseau d'eau chaude domestique et à la distribution électrique normale, panneau numéro 12. Les chauffe-eau donnent du service au réseau d'eau chaude domestique et reçoivent des services d'un panneau de distribution électrique normale. Par conséquent, les chauffe-eau sont associés au système d'eau chaude domestique. Chaque chauffe-eau aura son propre dossier d'actifs sous le dossier d'actifs du système d'eau chaude domestique. Ce deuxième exemple, un système de vapeur, est utilisé pour produire du glycol chaud par le biais d'un échangeur de chaleur monobloc. L'échangeur de chaleur monobloc est connecté à l'alimentation à vapeur et au retour de condensat, qui font tous deux parties du système de vapeur. Et ce même équipement est également connecté à l'alimentation à glycol et au retour de glycol, qui font tous deux parties d'un système de glycol. Dans le cas présent, l'échangeur de chaleur fournit du service au système de glycol et reçoit du service du système de vapeur. Par conséquent, l'échangeur de chaleur est associé au système de glycol. L'échangeur de chaleur a son propre dossier d'actifs sous le dossier d'actifs du système de glycol. Si le système de glycol est un petit système associé à un système de ventilation, l'échangeur de chaleur aura son propre dossier d'actifs sous le dossier d'actifs du système de ventilation. Notez que l'idée de rendre service à n'est pas liée au flux de transfert d'énergie. Par exemple, un refroidisseur est utilisé pour absorber la chaleur d'un système d'eau de refroidissement en rejetant la chaleur dans un système de tour de refroidissement.
Le refroidisseur est associé au dossier d'actifs du système auquel il rend du service, le système d'eau de refroidissement. Le refroidisseur n'est pas associé au dossier d'actifs du système de tour de refroidissement. C'est donc la règle générale pour les équipements connectés simultanément à plusieurs systèmes. Il est toujours associé au système auquel il donne du service. Une autre règle de séparation des systèmes concerne les connexions aux services d'utilité publique ou autres services en provenance de l'extérieur de la propriété. La règle sera de créer un dossier d'actifs de système pour chaque connexion à des services extérieurs. Il faut donc faire l'inventaire des systèmes de tuyauterie disposant d'une connexion de service en dehors des limites de la propriété, généralement au niveau de la rue, eau domestique, gaz naturel, drainage sanitaire, drainage pluvial, etc. Dans cet exemple, un bâtiment possède 2 entrées d'eau domestiques séparées depuis la rue. Ce bâtiment aura donc 2 dossiers d'actifs de réseau d'eau domestique indépendants. On vient donc de couvrir les règles de séparation aux connexions extérieures, avec un système par connexion aux utilités. La règle des circuits de dérivation entre deux systèmes s'applique quand il y a un circuit de dérivation avec un dispositif d'interruption manuelle entre deux systèmes. Les systèmes doivent être identifiés séparément, comme si la dérivation n'était pas utilisée. Revenons sur les 2 entrées d'eau dont on vient de parler. Notez que les 2 systèmes d'eau froide domestique se rencontrent au point indiqué avec un cercle en rouge. Cette image n'est pas très facile à examiner. En diagramme, on voit plus facilement qu'il y a 2 entrées d'eau qui se rejoignent. En appliquant la règle des circuits de dérivation, les étiquettes apposées sur les tuyaux avec l'identification du système seront différentes de chaque côté d'un dispositif manuel d'interruption, dans le cas présent, une valve, sur le circuit de dérivation. En vert, on a une entrée d'eau avec un système d'eau domestique qui s'arrête au dispositif d'interruption manuelle. Le dispositif d'interruption de service manuel sera associé au système qui est le plus susceptible de fournir un service à l'autre système si la dérivation est utilisée. Le système encerclé en bleu sera considéré comme le système principal. La dernière forme de séparation entre les systèmes de tuyauterie survient quand un grand réseau dessert plusieurs immeubles. Il faut appliquer la 4e règle de base qui concerne les grands systèmes. Le principe est que chaque fois que nous rencontrons un dispositif d'interruption manuelle qui affecte un nouveau bâtiment, un nouveau système est créé avec son nouveau dossier d'actifs. Dans cet exemple, un système de tuyauterie de vapeur part d'une centrale thermique et est distribué par des tunnels à plusieurs bâtiments. Le réseau de la centrale thermique est identifié par un code qui le relie à la centrale. Les tuyaux qui traversent les tunnels sont étiquetés avec ce nom. Cependant, s'il y a une branche du système dans le tunnel qui sert à fournir de la vapeur à un autre immeuble, une nouvelle étiquette de réseau et un dossier d'actifs associé au nouvel immeuble sont nécessaires pour identifier cette branche du réseau et le reste de son extension vers le nouvel immeuble. Il est possible que certains tuyaux d'embranchement ne disposent pas d'un dispositif d'interruption de service manuel directement à l'embranchement qui pénètre dans l'immeuble. Dans une telle situation, le réseau d'origine se poursuit jusqu'à ce qu'un dispositif d'interruption manuelle soit rencontré. Dans le présent exemple, un système de protection incendie par gicleur provient des pompes de surpression de la centrale thermique et passe par le tunnel. Un embranchement de ce système sert à alimenter le centre de cancérologie. Le premier dispositif d'interruption manuelle est rencontré dans une cage d'escalier et non pas dans le tunnel. Donc, à cet endroit, un nouveau système de protection incendie est créé avec son code et son propre dossier d'actifs. Le tuyau en provenance de la centrale thermique poursuit également sa course vers la gauche sur l'illustration. Et plus loin, un second dispositif d'interruption manuelle est rencontré dans une autre cage d'escalier. Donc, à cet endroit, un second système de protection incendie est créé avec son code et son propre dossier d'actifs. Dans l'exemple qu'on vient de voir, on peut aussi noter que le système en provenance de la centrale thermique se poursuit dans le tunnel jusqu'en haut de l'image. Et plus loin dans le tunnel, un autre embranchement amène des services encore une fois vers le centre de cancérologie. L'exercice est répété et chaque dispositif d'interruption manuelle constitue un nouveau système avec une nouvelle étiquette de réseau et un nouveau dossier d'actifs. Sauf exigence réglementaire ou normative, un seul dossier d'actifs est conservé pour chaque réseau de services indépendant au sein d'un même bâtiment. Il est possible que des systèmes de tuyauterie soient configurés de sorte que certains embranchements vers d'autres immeubles ne comportent aucun dispositif d'interruption manuelle. En principe, aucun nouveau système ne serait créé. Un tel cas plutôt rare pourrait surtout être rencontré dans des complexes plus vieux, ayant subi plusieurs projets de construction et de transformation. Si vous êtes face à une telle situation, le discernement va être requis pour créer des dossiers d'actifs et des étiquettes de manière pratique. On va maintenant parler des systèmes de conduit. Pour les systèmes de conduit, soit les systèmes de ventilation, on utilise également une arborescence de dossiers à 2 niveaux. Le système lui-même possède son propre dossier d'actifs et chaque équipement possède son propre sous-dossier d'actifs. Comme pour les systèmes de tuyauterie, il n'est pas nécessaire de créer des dossiers d'actifs différents pour l'alimentation et les retours, et pour d'autres possibilités de flux. Donc, les équipements qui composent ces systèmes sont créés en sous-dossier. En appliquant la règle du regroupement des sens d'écoulement et des boucles au système de ventilation double gaine ou double conduit, il n'est pas nécessaire d'avoir des dossiers distincts pour les conduits chauds et froids, s'ils proviennent des mêmes unités de traitement d'air et qui fonctionnent comme un seul système. Dans cette illustration, on a 6 unités de traitement d'air en parallèle
Chacune alimente des plénums d'air chaud et d'air froid commun, formant un système unique. Il faut faire preuve de discernement car les possibilités sont vastes. Si on a un système de conduit d'air froid qui est construit à l'aide d'une unité de traitement d'air dédiée et un système de conduit d'air chaud qui sont construits séparément à l'aide d'une autre unité séparée, une unité de traitement d'air dédiée, sans interconnexion de conduits, alors on aurait besoin de créer un dossier d'actifs pour chaque système indépendant. La deuxième règle de regroupement sera de créer un seul dossier d'actifs pour un système ayant des équipements entrebarrés mécaniquement ou par régulation automatique dans une fonction commune. Dans cet exemple, une unité de traitement d'air assure la ventilation et le refroidissement d'une salle électrique. Le local comporte aussi un ventilateur d'évacuation et une prise d'air frais. On appelle souvent ça un système à pattes cassées. Donc, même si les conduits de ces équipements ne sont pas physiquement interconnectés, ces équipements forment quand même un seul système parce que leur fonctionnement est entrebarré et interconnecté avec des commandes numériques afin d'accomplir une tâche commune pour un local en commun. On se souvient, dans la première vidéo, la vaste majorité des évents, cheminées et drains sont reliés à des équipements. Donc, on en a vu quelques exemples. Dans le cas des systèmes de conduits, il va être rare de rencontrer une cheminée, un évent ou un drain dédié à un système qui n'est pas directement lié à un équipement. Mais un cas spécifique, ce serait un conduit de drainage indirect au fond d'une prise d'air. Dans cette situation-là, il serait requis de considérer que les tuyaux en verre sur cette illustration font partie du système de ventilation auquel appartient le plénum d'air frais. Ça implique par exemple que les coûts pour nettoyer ou réparer ce drain seraient attribuables au système de ventilation et non au système de drainage sanitaire. La règle concernant les conduits qui se rejoignent comporte une exception avec une règle de séparation des systèmes pour ce qui concerne les systèmes de pré-traitement d'air. Il peut arriver qu'un local technique contienne plusieurs unités de traitement d'air indépendantes qui alimentent des réseaux de gaines distincts. Normalement, un dossier est créé pour chaque système de ventilation indépendant. Par contre, si l'air frais alimente plusieurs unités de ventilation et en provenance d'un réseau d'air pré-traité commun, on aura nécessairement des conduits qui se rejoignent entre ces systèmes. En somme, si un système de pré-traitement d'air alimente des services vers plusieurs autres systèmes, le pré-traitement d'air sera considéré comme un système indépendant et aura son propre dossier de système. On va maintenant regarder les règles concernant des petits systèmes.